Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'hexagone. Non, pas celui-là. La forme hexagonale est au cœur des molécules liées au whisky. Une première catégorie de molécules que je voudrais évoquer est connue de tous les amateurs de tourbe, les phénols. Voici la molécule de phénol. Petit rappel pour ceux qui ont raté l'épisode 3, boule noire, carbone, boule rouge, oxygène, boule blanche, hydrogène. Le phénol a ceci de commun avec la famille des alcools qu'il possède un groupe hydroxyle, c'est-à-dire un groupe OH. Mais c'est bien sa structure hexagonale et les doubles liaisons qu'on voit ici qui en font une molécule à part, avec des propriétés différentes des alcools. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des molécules un peu plus complexes que dans l'épisode 3, alors ce type de modèle moléculaire va devenir insuffisamment clair. Si je veux représenter le phénol, je vais le dessiner ainsi. Ça revient grosso modo à arracher tous les hydrogènes sur ma maquette. Voilà. Vous voyez, il ne reste que le squelette carboné. Je garde le OH, qui est la particularité du phénol. J'emploie le mot phénol ici au singulier, pourtant on parle aussi de phénol au pluriel. Par exemple, cette molécule, l'orthocrésol, fait aussi partie de la famille des phénols. L'orthocrésol, pris isolément, a une odeur qui évoque le moisi. Il y a aussi le métacrésol, qui sent l'éther, et le paracrésol, qui a des notes médicinales. Un lafroïdisant qui évoque parfois les bandages d'hôpital et donc assez riche en crésol. On trouve aussi le guaiacol, le 4-éthylguaiacol, le 4-vinylguaiacol et le génol, qui évoque plutôt le bois, la fumée, la viande ou les épices. Attendez, bois, fumée, viande, épices, le barbecue quoi. Le profil qualitatif d'un whisky tourbé va donc se déterminer à partir des proportions respectives entre les molécules que l'on vient de citer. Quant à l'aspect quantitatif, il est estimé à partir des fameux ppm en phénol. ppm pour partie par million. Il s'agit de la concentration en phénol du malt qui va servir à fabriquer le whisky, et non pas le whisky lui-même. Les phénols qui arrivent très tôt dans le processus de création du whisky vont passer facilement le cap de l'étape de fermentation. Par contre, la sélection des points de coupe dans l'étape de distillation va en laisser une partie sur le bord de la route. De même, la maturation va être une rude épreuve pour les phénols, le temps va faire son œuvre dans le fût et les phénols vont s'oxyder. Ainsi, pour une même indication en ppm sur la bouteille, un whisky plus âgé sera moins tourbé au final. Pour reprendre l'exemple du Laphroaig 10 ans qui fait autorité dans le monde des whiskies tourbés, le malt est fumé à 40 ppm en phénol. Le distillat qui sort de l'alambic ne titre plus qu'à 25 ppm, et au bout de 10 ans, et en ayant rajouté de l'eau pour ramener le whisky à 40 degrés, on tourne entre 8 et 10 ppm, soit 4 à 5 fois moins qu'initialement. Pour l'Octomore, qui titre ici à 167 ppm, au bout de 5 ans et sans réduction, on tombe à moins de 50 ppm, soit 3 à 4 fois moins que dans le malt. Un petit rappel sur l'origine de ces molécules, après le trempage du grain ou du malt dans l'eau pour initier la germination, on stoppe cette dernière en séchant les céréales avec de l'air chaud, ou, et c'est le cas qui nous intéresse ici, avec la fumée d'un feu de tourbe. La tourbe est issue de végétaux en décomposition, c'est donc tout naturellement qu'on retrouve des molécules dites organiques, c'est-à-dire contenant du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène que l'on trouve dans les êtres vivants. Vous voulez encore des hexagones ? Allons faire un tour du côté des fûts si vous le voulez bien. Des fûts qui sont responsables à 60% environ du profil aromatique d'un whisky, et sont donc pourvoyeurs de 60% des molécules aromatiques. Les fûts sont composés de bois de chêne. Ce bois est constitué d'une petite moitié de cellulose, d'un quart d'hémicellulose, d'un quart de lignine, et environ 5% d'autres molécules dites extractibles. La cellulose. J'en dirai peu car elle ne joue aucun rôle dans les arômes conférés au whisky, mais si vous avez vu l'épisode 3, vous remarquerez qu'elle ressemble beaucoup à l'amidon, le sucre complexe délivré par les céréales. Cellulose, amidon, cellulose, amidon, est-ce que vous voyez la différence ? Eh bien la différence c'est que vous mangez du pain au petit-déj et pas une branche d'arbre, car vos sucs digestifs ne savent pas casser ces liaisons-là qu'on appelle en β1,4. L'hémicellulose. Elle ressemble un peu à la cellulose, si ce n'est qu'elle n'enchaîne pas toujours le même motif de glucose, mais elle varie un peu les plaisirs. Ici par exemple, on a un enchaînement de xylose, mannose, glucose et galactose. On remarque au passage que la structure n'est pas linéaire comme la cellulose, donc le maillage est un peu plus complexe. Dans le cas d'un fût de chêne neuf, on va carboniser ou toaster le fût pendant une durée plus ou moins longue. La carbonisation de l'hémicellulose va entraîner une destruction du maillage, et on va carrément casser certains hexagones qui vont se réorganiser en pentagones. On a le furfural, le 5-hydroxyméthylfurfural et le maltol,
qui évoque l'amande grillée, l'huile et le caramel. Le maltol est notamment responsable de la couleur caramel, et oui, du whisky. Le furfural, il y en a un tout petit peu à l'origine dans le bois, mais après toastage, il va y en avoir 100 fois plus. La lignine. Attention les yeux avec la molécule de lignine. Voilà la bête. Vous remarquerez notamment la présence de Mickey Mouse. Si, en bas à gauche, c'est lui. Sous l'action de la chaleur, là aussi, on va casser ces structures complexes et certains motifs vont émerger, notamment ces deux-là. L'alcool coniférylique et l'alcool synapylique. Ces deux molécules vont subir une série de 4 transformations successives. Une oxydation ménagère de la fonction alcool, puis un clivage oxydatif de la double liaison CC, puis une oxydation de la fonction aldéhyde et enfin une estérification. Bon, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, on va donc transformer l'alcool coniférylique en coniféraldéhyde, qui donne de la douceur, du boisé, du sucré même qui évoque le sirop d'érable, puis en vanilline, qui bien sûr donne de la vanille et aussi du toffee. Par la suite, on passe à l'acide vanillique, qui donne du crémeux et de la vanille également, et enfin en vanillate d'éthyle, qui lui sent plutôt le brûlé et le fumé. De son côté, l'alcool synapylique va se transformer en synapaldéhyde, puis en syringaldéhyde, qui lui aussi donne du boisé et de la douceur, puis en acide syringique, qui donne du tabac et de la figue, puis enfin, on aura le syringate d'éthyle. De même, on a du tabac et de la figue, mais avec en plus une légère astringence qui vient contrebalancer tout ça. Aucune de ces réactions ne se fait à 100%. Donc au final, on a une combinaison des arômes précités, mais avec une grosse dominante de vanille et de caramel qu'on retrouve dans les bourbons qui ont maturé dans des fûts de chêne neufs toastés. Mais la vanilline a un arôme très puissant, avec un seuil de détection chez l'homme qui est très bas. Donc elle va survivre à la deuxième vie du fût, de l'autre côté de l'Atlantique, et même souvent à quelques autres vies derrière. Je pense bien sûr à l'utilisation des fûts ayant contenu du bourbon pour produire du scotch, entre autres. Les lactones. En plus de la cellulose, de l'hémicellulose et de la lignine, on parlait tout à l'heure de molécules extractibles. Parmi ces dernières, on trouve des esters cycliques qu'on appelle des lactones. Voici la lactone présente dans le chêne. On la nomme la whisky lactone, mais son vrai nom c'est le 3-méthyl-4-octanolide. Elle existe sous deux formes, la cis et la trans. Alors là, je vous montre les modèles moléculaires un peu simplifiés. J'ai enlevé un bon nombre d'hydrogènes. J'ai gardé que les deux qui étaient intéressants. Est-ce que vous voyez la différence? En fait, elles sont quasi identiques, si ce n'est qu'il y a une liaison qui pointe en haut et l'autre en bas. Ici en haut, ici en bas. La version 6 évoque surtout la noix de coco, tandis que la version trans, elle, donne surtout des notes boisées. A noter que dans du chêne français, il y a 2 fois plus de cis que de trans, et pour le chêne américain, il y a 6 fois plus de cis que de trans. On comprend maintenant les nuances organoleptiques dans des whiskies ayant maturé en fût de chêne européen ou américain. Les tanins. Un dernier point. On entend souvent parler de l'influence négative des tanins issus du bois. Les tanins sont une autre catégorie de molécules extractibles. Quand un fût a déjà transmis toutes ces bonnes molécules, tous ces jolis hexagones et pentagones, eh bien il va aussi transmettre des tanins. Ce sera d'autant plus vrai si le fût a déjà servi plusieurs fois. Ces tanins eux-mêmes ont des hexagones dans leur structure, comme on peut le voir ici. J'espère que cet épisode vous a plu, même s'il est un peu théorique. On reviendra à des choses plus expérimentales très prochainement. A bientôt pour un prochain épisode.